depuis le centre de formation d'ONU Femmes. Nous sommes donc à Saint-Domingue. C'est Elisabeth Robert qui vous parle. Et merci beaucoup de vous connecter aujourd'hui des différentes parties du monde. Aujourd'hui, c'est notre dernier webinaire pour notre cours modéré en ligne et il se termine dans un peu plus de 2 semaines. Pour ce webinaire, nous avons invité les personnes qui ont participé au cours présentiel sur la BSG que nous avons réalisé à Rabat en juillet cette année au Maroc. Et nous espérons vraiment garder le contact avec les personnes qui participent à nos cours et ainsi essayer de construire petit à petit une communauté de pratique sur la BSG et l'égalité femmes-hommes en général. Donc, merci de vous connecter aujourd'hui. Merci aussi à Fantasso pour sa disponibilité aujourd'hui. Elle va nous présenter l'expérience du Sénégal. Sa présentation s'appelle Planification et budgétisation sensible au genre, de la théorie aux résultats de terrain. Je la présente brièvement. Donc, Fantasso travaille à ONU Femmes au Sénégal. Elle est chargée de programme gouvernance. Elle est titulaire d'un DEA en géographie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, puis d'un doctorat de géographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Son expérience professionnelle, eh bien, elle a été coordinatrice des maisons de développement local dans le cadre du projet d'appui au développement économique local en ancrage au programme national de développement local. Elle a été chef de division d'appui à l'économie locale de l'ARD de Louga. Alors, peut-être que Fanta pourra nous dire ce que c'est que l'ARD. Coordinatrice du projet équité de genre dans la gouvernance locale de ONU Femmes à Louga et coordinatrice du projet d'appui au système d'élaboration, de monitorage et d'évaluation des politiques publiques. Et comme toujours, nous sommes aussi en équipe. Donc, Claudie Vouet, votre chère modératrice, est aussi en ligne et elle est connectée depuis la France. Et puis, Sabrina est aussi avec nous pour nous aider dans les aspects techniques. Donc, voilà notre panéliste. Nous n'allons pas mettre les webcams car la connexion risquerait d'en pâtir un petit peu. Comme vous le savez maintenant, vous avez l'option pendant toute la durée de la présentation de Fanta de poser vos questions ou de mettre des commentaires. Donc, pour cela, vous allez dans la partie questions et vous pouvez écrire vos questions. Vous savez aussi que nos webinaires sont enregistrés et qu'ensuite nous les mettons dans notre chaîne YouTube, la chaîne du Centre de formation d'ONU Femmes, pour que vous puissiez, eh bien, ma foi, soit les partager, soit les voir si vous n'avez pas pu assister. Et donc, n'hésitez pas pendant toute la durée du webinaire de poster vos questions ou vos commentaires. Sabrina est attentive à vos questions. Elle va les collecter et nous les montrer à la fin de la session. Vous pourrez aussi en poster à la fin de la présentation. Voilà, donc merci beaucoup à Fanta encore pour son temps précieux et je lui passe le micro. Fanta, c'est à vous. Voilà, merci. Bonjour à tous. Donc, à l'équipe qui a organisé cette session ainsi qu'à tous les participants. Donc, c'est avec un réel plaisir que je viens partager l'expérience que nous avons vécue au Sénégal, mais plus particulièrement dans la région de Louga, dans la commune de Louga, au nord du Sénégal. Donc, avant d'entamer la présentation, je vais parler un peu de l'ARD parce qu'elle l'a demandé tout de suite. En fait, c'est l'Agence régionale de développement et c'est une structure d'appui technique aux collectivités territoriales qu'on a mis en place au niveau des 14 régions du Sénégal pour appuyer toutes les collectivités locales dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement. Donc, au sein de cette agence où nous avons animé la division d'appui à l'économie locale. Donc, par rapport à la présentation d'aujourd'hui, il est articulé autour des points suivants. Donc, nous allons d'abord partager sur un contexte, le contexte de mise en œuvre. Ensuite, nous aborderons le premier module, donc concernant la planification sensible au genre.
Ce sera au tour du second module qui va parler de la budgétisation et nous ferons le point sur les acquis et les contraintes de l'expérience ainsi que les leçons que nous avons apprises par rapport à cette expérience mise en œuvre au niveau de la commune de Louga. Donc, on va dire que c'est dans le cadre d'un programme global qui a vu la participation de plusieurs partenaires, dont ONU Femmes, à travers un projet GELD qui était mis en œuvre dans la région de Louga, que cette expérience a eu lieu. Donc, nous sommes partis de quelques constats. Donc, d'abord, des difficultés à relever les défis d'égalité et d'égalité de genre, surtout en milieu rural. Une faible intégration des besoins pratiques des femmes et des filles dans tous les processus de planification et des budgétisations. Notons aussi la faible présence des femmes dans les instances de décision et donc par conséquent la faible prise en compte de la dimension genre dans tout ce qui est document de planification. Aussi, il y avait une faiblesse des capacités et des structures d'appui, ainsi que les autorités administratives dans l'intégration du genre. Donc, de ce fait, le genre n'était pas analysé de façon transversale. Il y a eu également la faible appropriation des documents de planification par les élus et par les populations elles-mêmes. Des documents de planification élaborés par des techniciens avec une faible participation de la population. Et surtout, ce qui était le plus difficile aussi, c'était une absence d'outils au profit des collectivités territoriales pour la prise en compte du genre. Notons qu'il y avait quand même l'existence de mécanismes de concertation de la population en fonction de préoccupations de partenaires. Parce que quand il y avait des partenaires qui venaient intervenir sur le terrain, ils demandaient à ce qu'on mette en place des instances de concertation, etc. Mais ce n'était pas pérennisé. Donc, partant de ces constants suivants, slide suivant, il y a eu quelques réponses qui ont été apportées. Donc, en sachant qu'il y a eu tout ce que le gouvernement du Sénégal a ratifié en termes de conventions au niveau international. Donc là, nous avons mis en exergue quelques conventions, donc celle de l'ONU sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'encontre des femmes. Il y a eu le programme d'action de Beijing. Il y a également les ODD et spécifiquement l'ODD 5. Donc, il y a eu aussi le référentiel de la politique économique et sociale du Sénégal sur le long et le moyen terme. Je veux nommer le plan Sénégal émergent, dont la vision est un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. Et à travers ce référentiel, il y a 3 axes majeurs, donc, dont le premier, c'est la transformation structurelle de l'économie. Le second, c'est l'amélioration significative des conditions de vie des populations et une lutte plus soutenue contre les inégalités sociales. Et enfin, le renforcement de la sécurité, de la stabilité, de la gouvernance et de la protection des droits et libertés. Donc, c'est ce document-là qui oriente globalement sur la politique du pays, d'où a décliné l'acte 3 de la décentralisation. Donc, comment est faite notre politique de décentralisation? C'est une réforme qui est en cours actuellement et qui consiste à organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement à l'horizon 2022. Il y a eu un fait majeur également, donc le Code des collectivités locales où on a érigé la participation citoyenne en principe, au même titre que la libre administration des collectivités territoriales. Et également, ONU Femmes a appuyé l'élaboration d'une stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. Donc, c'est un outil qui est destiné à favoriser la réalisation de l'équité et l'égalité entre les hommes et les femmes. La vision, elle est ainsi notée. Donc, contribuer à faire du Sénégal un pays émergent avec une société solidaire dans un état de droit, sans discrimination, où les hommes et les femmes ont les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance. Donc, par rapport à la mise en œuvre de la budgétisation et la planification sensible au genre, c'est à travers tout cela que nous nous sommes basés pour appuyer en tant que partenaire
ce processus, mais que le gouvernement du Sénégal aussi s'est basé avec les partenaires, les structures techniques pour la mise en œuvre de ce programme. Slide suivant. Alors là, nous allons parler un peu de ce que c'est que la budgétisation et la planification sensible au genre. Donc, c'est un outil qui est reconnu à l'échelle internationale pour traduire les engagements des gouvernements à, à, à réduire l'égalité entre les sexes et aussi à mieux protéger les droits humains, notamment les droits des femmes. Donc, cet outil fonde sa légitimité sur le plan d'action de Beijing. Et vraiment, c'est ce plan d'action qui a permis d'accélérer sa mise en œuvre, donc l'approche au sein de certains pays. Donc, c'est un élément de bonne gouvernance, un élément de justice sociale pour le développement d'un monde équitable. Suivant. Donc, cet outil, il y a trois principes directeurs de la budgétisation et de la planification sensible au genre. Donc, le premier, c'est que la participation de tous est obligatoire. Donc, toutes les catégories sociales, toutes les catégories d'acteurs doivent participer pour la mise en œuvre de la planification et la budgétisation sensible au genre. Donc, nul n'est laissé pour compte. Personne n'est laissé en rade par rapport à ce processus-là. Donc, également, les rôles dévolus aux hommes et aux femmes sont déterminants. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que pour faire le diagnostic pour la planification, il faudrait qu'on se base maintenant sur les rôles qui sont différenciés par sexe pour qu'on puisse vraiment savoir d'où vient le problème et quelles sont les contraintes et quelles solutions mettre en place pour corriger. Et dans le cadre de cette correction, la catégorie défavorisée est prioritaire. Donc, si ce sont les femmes qui sont défavorisées, les actions par rapport à la budgétisation, planification sensible aux genre vont plus aller vers cette catégorie d'acteurs. Ou si ce sont les femmes, c'est vice-versa. Donc, c'est ce que nous voulions dire par rapport à ces principes directeurs. Slide suivant. Voilà, donc la participation, là, c'est une photo qui illustre un peu ce que nous voulons dire. Donc, il y a les femmes qui sont là, il y a les hommes. Donc, on a voulu que tout le monde soit là pour faire les diagnostics ou bien les FORA, etc. Slide. Suivant. Donc là, les rôles dévolus aux femmes et aux hommes sont déterminants. Là, nous voyons bien que les femmes, ce sont les femmes qui vont chercher, qui vont puiser de l'eau très, très loin avec les ânes, etc. Donc ça, pour dire qu'il faut vraiment, à l'intérieur de chaque action, voir qu'est-ce qui est dévolu à la femme, qu'est-ce qui est dévolu à l'homme et quels sont les besoins. Et là, c'est la catégorie défavorisée qui est prioritaire. Là, nous voyons également les femmes qui sont là tout le temps en train de puiser l'eau très loin. Donc, quelle action correctrice mettre en place pour soulager les travaux des femmes? Slide. Suivant. Alors là, nous allons entamer le premier module qui consiste à partager sur la planification sensible au genre. Donc, avant d'entamer la question de la planification, dire que je partage l'expérience de la commune de Louga. Je vais le noter encore. Donc, c'est dans le cadre d'un programme global qui a concerné 105 collectivités locales du Sénégal. Mais là, nous parlons de l'exemple de la commune de Louga, où il a fallu élaborer d'abord, avant tout, donc en termes de planification, un plan de développement économique et social sensible au genre, où toute la communauté a été mobilisée pour analyser les problèmes et identifier les besoins prioritaires. Slide suivant. Et l'objectif de cette démarche, c'était de garantir d'abord la participation de toutes les catégories d'acteurs et particulièrement les populations vulnérables. Ensuite, il fallait prendre en compte les priorités des femmes pendant tout le processus de planification. Et après avoir planifié, durant la planification, allouer des ressources de façon équitable
c'est-à-dire d'une façon qui permet sur le long terme de corriger les disparités de genre et également tenir compte de la dimension genre dans l'élaboration du programme, dans son exécution et son suivi-évaluation. Suivant. Alors, pour ce faire, il y a eu plusieurs étapes. Donc, 5 principales étapes qui sont déclinées, 5 principales phases, autant pour moi, qui sont déclinées en étapes. D'abord, la première phase, c'est la phase de préparation. Pour faire le plan, il faut d'abord se préparer. Et comment se préparer? Il faut que la collectivité territoriale prenne la décision d'élaborer le plan. Donc, quand elle prend la décision, elle le fait sur la base d'un arrêté. Et cet arrêté est adopté par tout le conseil municipal ou le conseil départemental qui donne au maire la possibilité de mettre en place ce processus. Ensuite, il faut qu'une concertation se fasse avec l'ensemble des acteurs avant de faire le lancement officiel du processus. Donc, que tout le monde sache que nous allons élaborer un plan de développement économique et social pour la collectivité territoriale, que ce soit les services techniques décentralisés, que ce soit les populations, que ce soit les élus, que ce soit les partenaires au développement qui sont sur place, pour que vraiment tout le monde puisse adhérer au processus. Ça permet l'adhésion du processus à tous ces acteurs-là qui ont vraiment un mot à dire dans ce processus-là. Après, il faut former les personnes ressources. Les personnes ressources, ce sont les personnes qui vont accompagner tout le long du processus pour sa réussite, qui vont aller au niveau des forats, qui vont aller parler avec la population, qui vont vraiment faire le diagnostic, etc. Il faut les capaciter. Donc, c'est la première phase de préparation constituée en ces 3 étapes précises. Ensuite, nous avons abordé la phase de diagnostic. Cette phase de diagnostic-là, c'est fait sur la base d'un outil qui est très élaboré. Ça s'appelle IRP2. IRP2, donc c'est l'inventaire rapide de la plateforme potentielle du territoire. Donc, c'est un outil qui permet de faire la situation de référence de la zone. Et une fois qu'on fait cette situation de référence de la zone, il y a un diagnostic participatif communautaire qui est fait. Donc, comment ce diagnostic est fait? On va venir avec la situation de référence partagée avec la population. Et ce partage sur la base de cet outil va permettre de compléter le diagnostic communautaire. Et après cela, il faut intégrer et restituer et valider le diagnostic technique et participatif. Donc, pour que le diagnostic soit complet. Donc, ce diagnostic est fait avec la population et il leur est restitué par la suite pour être validé. Après cette phase de diagnostic, nous avons entamé la phase de planification. La phase de planification, c'est vraiment la formulation de la vision et la définition des axes stratégiques. Ensuite, quand tout cela est fait, il y a les actions qui sont identifiées et une programmation se fait en termes de budgétisation. Et après cela, il y a un document. Le document, il est rédigé par la suite. Mais une fois que le document est rédigé, qu'il est élaboré, on entame la phase de validation et c'est l'adoption. Et cette phase de validation, il y a 2 étapes principales. D'abord, c'est l'adoption du plan par le conseil municipal ou le conseil départemental. Donc, on revient aussi encore au niveau du conseil pour que le conseil adopte le plan. Et une fois que le plan est adopté, le plan est approuvé par l'autorité administrative, à savoir soit le sous-préfet ou le préfet. Donc, le plan est approuvé. Et une fois qu'il est approuvé maintenant, la collectivité territoriale peut aller vers la mise en œuvre de ce plan. Et après la mise en œuvre, il y a la phase de suivi-évaluation. Donc, dans la commune de Louga, toutes ces phases-là ont été respectées, ainsi que les différentes étapes à travers vraiment la participation de toute la population. Suivant. Slide. Alors, pour faire tout ce processus-là de partage, d'échange, de restitution, de validation avec la collectivité locale, donc on s'est basé sur un mécanisme amélioré d'échange et de concertation.
Donc, tout à l'heure, j'avais dit à l'entame, là où on faisait des constats, qu'il y avait l'existence d'un mécanisme d'échange. Et je veux nommer le conseil de quartier. Donc, le conseil de quartier a été mis en place au niveau de chaque quartier de la commune de Louga. Et nous avons eu 11 conseils de quartier, donc constitués chacun de 70 membres. Et ces conseils de quartier-là ont été mis en place. Après cela, ils ont été formés. Et pour cela, il y a même eu un manuel d'organisation et de fonctionnement qui régit le conseil de quartier. Et c'est sur la base de ces différents conseils de quartier que tout ce qui est atelier, fora, échange a été fait. Donc, rappelons que c'est un conseil de quartier. Ces conseils de quartier ont été autonomes parce que la mairie a voté un budget à leur endroit. Chaque année, la mairie leur octroie un budget de fonctionnement et également un petit matériel pour pouvoir réaliser leurs activités. À noter qu'ils constituent un comité de veille et d'alerte, également un comité de salubrité, un comité environnemental, un lieu d'échange et de renforcement de la solidarité pour des secours aux indigents, etc. Mais vraiment un cadre de participation des populations, mais également un lieu d'information, de consultation, parce que la mairie, quand elle a besoin de consulter la population, elle passe par ces différents conseils de quartier. C'est un cadre de dialogue et d'expression. Slide suivant. Alors, là, avant, c'est le module 2 concernant la budgétisation, mais par rapport à la planification, disons que ce document est valable pour 5 ans. Donc, c'est un document de cadrage, donc qui met en place la politique de la commune. Et maintenant, c'est sur la base de ce document-là qui est sur 5 ans et qui permet maintenant d'aller vers la budgétisation qui est sur un horizon temporel d'1 an. Donc, cette budgétisation sensible au genre se fait à travers ces principes fondamentaux. Donc, d'abord, la transparence. Cette transparence permet un meilleur partage de l'information sur la gestion des affaires locales. Également, les investissements publics au niveau des quartiers, des villes, donc un espace d'échange où vraiment nul n'en ignore. Donc ça, c'est un principe de la budgétisation sensible au genre. Également, il y a l'efficacité. L'efficacité parce que ça permet une meilleure utilisation des fonds publics pour la satisfaction des besoins des populations. Ça passe par la priorisation des projets, ça passe par l'implication des populations dans l'exécution et le suivi, qui sont une valeur ajoutée sur lesquelles le budget participatif se fonde pour faciliter l'atteinte des résultats attendus. Parlons de l'inclusion aussi, qui est un des principes fondamentaux. Donc, il recherche l'amélioration des conditions des groupes marginalisés et des populations vulnérables. Donc, ça veut dire que toutes les préoccupations, que ce soit celles des quartiers pauvres, des groupements de femmes, des associations de jeunes, des émigrés, sont prises en compte dans la répartition des ressources publiques et la satisfaction de la demande sociale. Alors, là, nous allons parler aussi d'un principe fondamental au sein de la budgétisation sensible aux genre, c'est la solidarité. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on identifie les besoins, le besoin est individuel et il vient du quartier. Mais quand il va falloir maintenant décider des projets à mettre en œuvre, on va orienter les ressources vers les populations les plus défavorisées. Donc, c'est un principe qui permet de passer de l'intérêt individuel exprimé à la priorité collectivement identifiée au sein de la communauté dans son ensemble. La participation favorise la participation des différentes catégories d'acteurs au processus décisionnel, mais encore aux différentes étapes de planification donc, et de mise en œuvre ainsi que de contrôle des programmes et projets de la collectivité locale. Donc, cette participation donne une chance égale selon l'âge, le sexe et l'origine des participants. Donc, tout le monde participe. Ça aussi, c'est un des budgets de la budgétisation sensible au genre. Et il faut dire que par rapport à la transversalité,
Ça promeut l'articulation entre les différents niveaux de gestion. Donc, on a l'échelle quartier, parfois c'est village dans certaines collectivités, parfois c'est ville, région, pays. Donc, pour dire que il cherche à satisfaire les besoins de chaque niveau et c'est un outil vraiment qui garantit la vision globale du développement. Donc, c'est vraiment la budgétisation sensible aux gens permet à la population de participer aux décisions qui se font au niveau de la collectivité locale, à la politique aussi de la collectivité locale, mais aussi à l'allocation des ressources de la collectivité locale. Donc, à travers ces principes dont je viens de parler. Slide. Alors, l'importance de l'approche. Pourquoi l'approche est importante? L'approche est importante parce qu'elle permet de prendre en compte les besoins et préoccupations spécifiques des femmes et des hommes. Et ça permet aussi une efficacité des choix budgétaires. Également, ça permet à toutes les populations, qu'on soit homme ou femme, de participer dans la gestion des affaires locales. Donc, permet également une efficacité économique et un bien-être social de toutes les couches de la communauté. Et ça accroît la confiance entre la collectivité locale et les populations locales. Parce qu'on sait qu'en termes de budget, on dit que oui, le maire, on ne sait pas ce qu'il a fait avec l'argent. On a vu ceci, il a organisé un baptême, est-ce que c'est pas avec les ressources de la collectivité locale, etc. Donc, quand les gens ne savent pas, ça spécule et ça va dans tous les sens et des fois, le climat de suspicion s'installe. Alors qu'avec cette approche de budget participatif, nul n'en ignore et les gens sont mieux au fait vraiment de la mise en œuvre du budget. Donc, ça permet la transparence et le contrôle citoyen de l'action publique locale également, parce que chaque citoyen peut être en mesure de savoir ce qui a été prévu pour l'année, pour la collectivité locale, quels sont les projets que nous allons tous réaliser ensemble. Et également une définition des responsabilités des planificateurs et des gestionnaires dans la réduction des inégalités et des écarts. Également, un fait très important, parce que les collectivités locales ont peine à recouvrer les impôts et les taxes. Par rapport au civisme fiscal, vraiment, on pêche. Alors que s'il y a cette approche de budget participatif sensible au genre et que la population est mieux au fait de ce qui se passe avec le budget, elle est plus prompte maintenant à participer et à s'acquitter des impôts et taxes. Également, nous avons un rôle renforcé du conseil municipal dans le processus budgétaire. Donc vraiment, ça permet une adhésion de la population et une transparence dans la mise en œuvre des projets. Slide. Ça, c'est le programme dont j'avais parlé tout à l'heure, le programme de participation citoyenne à la planification, budgétisation et gestion des affaires locales. Donc, c'est le budget participatif du Sénégal. Donc, c'est un programme, d'ailleurs, qui est en train de se terminer actuellement, là où je vous parle. Donc, on tient un événement sur le leadership local. Donc, c'est un prix d'excellence du leadership local. Comme ce programme-là a pris fin, c'était la dernière activité pour primer les collectivités locales qui se sont distinguées en termes de gouvernance. Et actuellement, ça se passe au Grand Théâtre. J'ai laissé l'événement pour venir participer au webinaire pour retourner tout à l'heure. Et là, on va primer les collectivités locales qui se sont illustrées à travers l'inclusion, équité et inclusion, à travers aussi l'efficacité budgétaire, à travers la transversalité des politiques publiques, etc. Donc là, vraiment, ils sont en train de présenter leur expérience. Donc, on avait d'abord nominé des collectivités locales et actuellement, ils sont en train de défendre leur dossier et il y a un vote du public. Et à la suite de ça, le président de la République du Sénégal viendra demain primer les collectivités locales qui sont nominées. Donc, pour vous dire que c'est un programme d'un intérêt capital et qui va permettre aux autres collectivités locales qui n'ont pas pu bénéficier de cette expérience-là, d'avoir un appui peut-être d'autres partenaires pour pouvoir maintenant réaliser cette approche. Et les collectivités locales qui ont pu bénéficier vont pouvoir pérenniser cette approche. Slide.
Alors ça, ce sont les différentes phases et les différentes étapes par lesquelles nous sommes passés pour pouvoir réaliser le processus. Donc, deux grandes phases, à savoir le cycle de la participation et le cycle de la redevabilité. Par rapport au cycle de la participation, nous avons les étapes suivantes déclinées en activités. Donc, d'abord, il faut que la collectivité territoriale affirme la volonté politique. Donc, il faut que la collectivité locale porte le processus. Le maire, en l'occurrence, qu'il porte le processus. Donc, il affirme une volonté politique. C'est pourquoi on lui demande de prendre des actes pour mettre en place soit des comités, des arrêtés, etc. Et ça, c'est vraiment important pour le processus. Et aussi, ça dépend aussi, toute la pérennisation de l'approche en dépend aussi. Et là, les activités principales, c'est l'information et la sensibilisation de l'ensemble des acteurs. Donc, quand les acteurs sont suffisamment informés et quand ils sont suffisamment sensibilisés, ils, ils adhèrent au processus. Et ça aussi, c'est primordial parce que c'est de là où dépend la réussite du processus. Ensuite, il y a la délibération de l'Assemblée élue, c'est-à-dire du Conseil. Donc, il faut que le Conseil donne mandat au maire de mettre en œuvre la budgétisation sensible au genre. Et une fois qu'il donne mandat au maire à travers la délibération, donc les actions peuvent commencer. Ensuite, nous avons des forats de zone. Des forats de zone, tout à l'heure, j'ai dit que nous avons 11 quartiers. Dans d'autres cas, c'est des villages, etc., où le village est découpé en zonage. Mais là, nous sommes avec des quartiers. Donc, des forats, on a eu 11 forats pour la commune de Louga. Et ces forats servaient à identifier des problèmes prioritaires et des actions à réaliser. Également, il fallait désigner des délégués du budget participatif. Parce qu'il y a des délégués maintenant qui vont faire un forum pour définir les priorités communales ou départementales. Donc ici au Sénégal, nous avons les mairies, nous avons aussi les conseils départementaux. C'est deux ordres de collectivités locales maintenant, puisqu'il y avait le conseil régional, mais avec la réforme de l'acte 3 de la décentralisation, il a été supprimé. Donc, après cela, il y a les délégués qui sont identifiés, qui sont désignés, qui vont aller en forum et qui vont définir les priorités communales ou départementales. Mais tout cela se fait sur la base d'outils. Hein. Ce sont des outils qui permettent de faire ces définitions, de travailler avec la population pour voir quelles sont les priorités. À la suite de cela, après le forum des délégués, il y a ce qu'on appelle le forum communal, soit communal au niveau de la commune ou départemental au niveau du département. Et là, c'est là où on fait la validation des choix d'investissement prioritaires par les élus. Donc, il y a eu, parce que quand on fait des forats de zone, les besoins sortent de partout. Il y en a beaucoup, mais après, il va falloir maintenant aller au niveau communal, parce que forat de zone, c'est au niveau quartier. Maintenant, il faut remonter au niveau de la commune. Et après ça, il faut que la priorisation se fasse pour la commune de façon globale. Et c'est là où on met en place le comité de pilotage qui va suivre le budget participatif. Après, on entame le cycle de la redevabilité où le vote du budget va se faire. Le budget va être élaboré. Donc, le maire, avec des services techniques et toutes ces commissions des finances et tout ça, va s'appuyer sur eux pour élaborer le budget. Maintenant, quand il élabore le budget, le conseil va voter le budget. Et quand le conseil vote le budget, il y a l'approbation du budget par l'autorité administrative. Et à la suite de ça, il y a maintenant l'exécution du budget. Donc, mais avant l'exécution, il faut que ça soit restitué auprès des collectivités, des populations. Parce que au début, quand on faisait les forats de zone, il y avait beaucoup de problèmes. Maintenant, il faut aller leur dire que par rapport à tous ces problèmes-là, c'est ceci que nous pouvons résoudre. Parce que la collectivité locale n'a pas les moyens de tout résoudre. Donc, elle pourra résoudre les problèmes prioritaires. Il y a beaucoup de priorités, mais c'est vraiment là où le besoin se fait le plus sentir, où les ressources vont aller, et même en fonction maintenant des ressources dont dispose la collectivité locale. Mais pour que nul n'en ignore, il faut repartir au niveau de la population pour faire la restitution du budget
au niveau de ces zones-là. Ensuite, il y a tout ce qui est passation de marché pour les projets, l'exécution, etc. Et enfin, nous arrivons au bilan du processus qui englobe tout ce qui est suivi communautaire, le compte rendu budgétaire, l'évaluation participative du processus, et la restitution et les conclusions dans les différentes zones. Slide. Suivant. Suivant, voilà, merci. Donc là, nous arrivons parce que, bon, quand même il y a eu tout ce processus, il y a eu des acquis, il y a également eu des contraintes, il y a également eu aussi des leçons que nous avons tirées de la mise en œuvre. Slide, par rapport aux acquis. Slide. Suivant. Bonjour, moi j'ai le slide là des acquis. Vous ne pouvez pas le voir? Non, je ne le vois pas. Et Non. Sabrina, tu peux me confirmer que tu vois toi aussi? Ou Claudie? Oui. Moi, j'ai juste le titre, mais là, c'est un peu bloqué, mais bon. Et il est bien en ligne, hein. On peut le voir, nous. Ah, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, Ah, là, c'est bon maintenant. Je l'ai maintenant. ok, Oui, il est super. visible maintenant, oui. Maintenant, nous allons parler des acquis. Donc, en termes d'acquis, donc, toute la population s'est approprié le budget parce que il y a des acteurs qui ont affirmé à l'unanimité qu'ils n'ont jamais été à ce niveau d'implication et d'information. Donc, je ne savais pas c'était quoi le budget, comment ça se passait, comment le maire s'organisait avec son équipe, etc. Mais avec ce processus-là, vraiment, tout le monde se l'est approprié. Et ce qu'on a comme acquis, c'est que c'est un budget qui reflète les véritables préoccupations des populations de la ville de Louga. Parce qu'au début, on va dire que quand on faisait le budget, il n'était pas vraiment réaliste. On mettait beaucoup d'argent pour des activités ou bien des projets, alors qu'on n'était vraiment pas sûr d'avoir ces ressources-là. Mais avec le budget participatif, on a un budget quand même qui est beaucoup plus réaliste. Et là, on a remarqué auparavant qu'au niveau des communes, que presque tout le budget allait au fonctionnement. Et il y avait une part minime par rapport aux investissements. Là, nous avons 26% du budget qui est réservé aux investissements. Il y a encore des efforts à faire, certes, mais quand même, c'est un acquis par rapport à ce qui se faisait avant. Nous avons noté aussi une bonne participation des femmes, parce que c'est vrai que les femmes, avec toutes leurs charges sociales, aller chercher de l'eau, bien travailler à la maison, les tâches ménagères et tout, c'est vrai qu'elles n'ont pas trop le temps, elles n'avaient pas trop le temps de vraiment s'intégrer dans ces processus-là, de venir participer pour qu'on puisse prendre en charge leurs besoins. Mais quand même, avec tout ce qui est information, sensibilisation, on a eu une bonne participation des femmes, donc 53% dans les 11 conseils de quartier. Alors, nous avons aussi l'engagement et la détermination de la collectivité locale dans la mise en œuvre. Donc, nous avons senti une motivation et un engagement du maire et de son équipe par rapport à ces aspects-là. Donc, une maîtrise des ressources locales par la collectivité locale avec l'évaluation des recettes des 3 dernières années. Parce qu'avant de faire le budget participatif, ce qu'on demande à la collectivité locale, c'est de nous faire l'évaluation de ces recettes pour ces 3 dernières années. Et sur cette base-là, que nous regardons le budget pour l'appuyer, pour l'orienter. Ensuite, il y a eu vraiment une articulation entre les documents de planification et le budget. Je m'explique. Parce qu'avant, on peut élaborer un plan de développement, mais après, il est mis dans les tiroirs. Après, on se rend compte qu'il y a des collectivités locales qui mettent en œuvre des projets parce que des partenaires sont venus, leur ont donné de l'argent, ou bien des partenaires sont venus avec leurs préoccupations. Ils mettent en œuvre ces projets-là en laissant mais carrément en rade le document de planification. Alors que cette fois-ci, c'est sur la base de ce document de planification-là et sur les projets qui avaient été identifiés que le processus
et arriver à terme avec la budgétisation sur l'année. Donc, on voit nettement une articulation entre documents de planification et budget. Et des avancées notoires ont été notées en termes de participation citoyenne, en termes de redevabilité, de transparence et de prise en compte de dimensions transversales. Également, comme je l'ai dit tout à l'heure, une appropriation par l'ensemble des catégories d'acteurs. Donc, les conseils de quartier qu'on a trouvés à Louga, parce que le projet les a trouvés en place, mais ils n'étaient pas redynamisés. Donc, on s'est basé sur ces conseils de quartier, on les a redynamisés, on les a formés, et vraiment, il y a eu ce qu'on appelle réconciliation entre la commune et les populations. Parce que comme je le dis souvent, il y a des mésententes parce que les gens ignorent ce qui se passe même au sein de la collectivité locale. Mais si les personnes, la population est impliquée du début à la fin du processus, donc je pense que ça facilite les choses et ça vraiment améliore les relations entre population et le maire. Et ça a permis aux acteurs aussi de connaître le budget, parce qu'on entend budget, la plupart des acteurs pensaient que le maire a à l'intérieur de son bureau un coffre où le budget où le budget est fermé. Et à chaque fois, il ouvre, il sort ce dont il a besoin, il fait des dépenses à gauche, à droite, alors que ça ne se passe pas comme ça. Il y a un comptable qui est là, le trésorier public qui est là, qui est le comptable du maire, et le maire ne sert qu'à ordonner les dépenses. Et lui, il met en œuvre. Donc, il y a tous ces aspects-là que les gens ignoraient, qu'ils ont pu, à travers les échanges, les formations, être au fait de ce qui se passe par rapport au budget. Et il y a toute cette habilitation des acteurs locaux qui s'est faite et qui permet à la commune de pérenniser le processus, même s'il n'y a pas un projet derrière. Slide. Alors ça, c'est l'ensemble des projets qui ont été réalisés à la suite de la budgétisation, où on avait identifié un besoin pour un poste de santé, parce qu'on a un poste de santé où la sage-femme ne pouvait pas être mobilisée parce qu'elle devait quitter loin pour venir, etc. Et là, les femmes ont demandé à ce qu'on construise un logement de sage-femme. Comme ça, elle pourra se mobiliser. Et là, au besoin, à chaque fois que les femmes ont besoin où il y a une urgence, elles peuvent avoir quelqu'un qui peut les aider. Alors également, nous notons la construction d'un bloc sanitaire pour les filles dans l'école élémentaire parce que dans la plupart des écoles, il n'y avait pas de toilettes séparées filles-garçons. Et quand les filles ont leurs règles, par exemple, donc elles restent des jours, elles s'absentent, elles ne vont pas à l'école. Donc il y a tous ces aspects-là qui ont été diagnostiqués et qui permettent maintenant de faire des toilettes séparées filles-garçons et de leur permettre en période de règles de rester encore à l'école. Là, nous notons quelque part l'acquisition d'un groupe électrogène au niveau de la maternité du centre de santé de Santiago Sud, parce que là-bas, il y a des coupures d'électricité courantes. Donc, quand il y a coupure d'électricité et que les femmes viennent pour accoucher, par exemple, pour des besoins, donc il n'y a pas d'électricité, ça pose problème. Ça aussi, c'était un besoin. Alors, l'extension du réseau d'adduction d'eau pour l'accès à l'eau potable dans les quartiers périphériques, là, on l'a vu tout à l'heure, il y a des femmes qui vont très loin pour chercher de l'eau potable. Il y a des quartiers, surtout les nouveaux quartiers, où pour avoir de l'eau potable, c'est la croix et la bannière. Et là, le budget participatif a permis aux maires de résoudre cette question-là en faisant de l'adduction d'eau. Donc, tout ça, ce sont des projets qui ont été identifiés suite à cette budgétisation pour prendre en charge la préoccupation des populations. Slide. Alors, les contraintes, c'est vrai qu'il y en a beaucoup eu, parce que tout était à construire dans la mise en œuvre de ce processus-là. Parce que les préjugés sont tenaces et les croyances dures. Parce que il y a certains endroits où, pour eux, les femmes ou les jeunes ne doivent pas être associés
au processus. Elles doivent rester à la maison, elles doivent faire la cuisine, faire le ménage. Elles ne sont bonnes qu'à ça. Donc ça a été vraiment, vraiment très, très dur au début parce qu'il fallait d'abord qu'on parle de la problématique genre d'abord. C'est quoi le genre? Qu'est-ce que le genre? Qu'est-ce que nous attendons du genre? Donc, et il y a beaucoup de gens qui ont biaisé la signification du genre au début, quand on parlait de genre, quand il y a eu des projets genre. Donc, il y a eu plusieurs significations. Ça allait dans tous les sens. On pensait que maintenant les hommes n'avaient plus mot à dire, que c'était pour les femmes, etc. Mais c'était difficile. Mais il fallait vraiment informer, sensibiliser, expliquer le genre, faire des sessions de formation pour que ça soit vraiment accepté et qu'on puisse se l'approprier. Donc, ça a pris du temps vraiment à s'aplatir. Il y avait également l'inexistence d'outils et d'instruments techniques adaptés au contexte d'intervention. Il fallait des outils. Comment mettre en place tout ce processus, de quels sont les outils qui existent et comment les adapter vraiment à la zone d'intervention. Ça aussi, c'était une des contraintes. Et une contrainte majeure, c'était également l'absence de données statistiques pour renseigner les indicateurs de la situation de référence. Ça, jusqu'à présent, vraiment, c'est une contrainte. Hein, on bloque, on a des problèmes par rapport à la mise à disposition de données, etc. Mais il a fallu quand même s'organiser autour des autorités administratives, autour des services techniques déconcentrés pour qu'on puisse voir comment on peut collecter les données. Ça aussi, ça a pris du temps. C'était une des contraintes, mais ça, tout était vraiment à construire. Mais heureusement, on a pu quand même avoir des résultats. Slide. Donc, par rapport à ce processus, il y a eu quand même quelques leçons apprises. Donc, pour la réussite du processus, il est primordial que la collectivité locale soit déterminée et qu'elle s'engage. Donc, il faut qu'elle porte le processus. Il faut que le maire puisse vraiment connaître les enjeux du budget participatif sensible au genre et qu'il puisse vraiment porter le processus afin que tout le monde se l'approprie et que tout le monde adhère. Donc ça a été une leçon apprise. Il y a même dans une localité où un maire nous a dit, mais vous là, vous m'avez facilité les choses parce que tout le temps, je devais m'expliquer sur certaines choses, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais dans le cadre de ce processus-là, où tout le monde est intégré, tout le monde est imprégné, où tout le monde est impliqué du début à la fin, mais ça me facilite les choses. Donc vraiment, ça, c'était aussi une leçon apprise. Également, le recours à l'expertise locale, c'est un élément clé pour pérenniser l'approche. Parce qu'on ne peut pas tout le temps venir au niveau national, prendre des techniciens, les amener sur le terrain. Ce déplacement-là, ce n'est pas toujours facile. Les gens n'ont pas le temps, etc. Donc, il fallait voir des personnes ressources, les former pour qu'ils puissent connaître l'approche, se l'approprier et maintenant pouvoir même appuyer au niveau des... Parce que ça, c'est la commune de Louga, mais il y a un noyau dur qui est là, qui a permis d'appuyer les autres collectivités locales de la région de Louga. Et à chaque fois qu'on avait besoin de l'expertise, c'est ce noyau dur-là qui est là pour accompagner. Donc ça aussi, c'est un élément de pérennisation de l'approche. Donc, nous avons également vu qu'il y avait la nécessité d'articuler le cadre local de concertation et le comité de pilotage. Je m'explique. Il y avait un cadre local de concertation avant le budget participatif. Mais dans le cadre du budget participatif, il y a un comité de pilotage à mettre en place. Donc, pourquoi deux cadres? On s'est dit qu'un cadre unique, un cadre fédérateur pour porter toutes les initiatives de développement, ce serait plus pertinent. Et ça, vraiment, ça a été aussi une leçon apprise du processus. Donc, cadre à côté, comité de pilotage à côté, donc un cadre unique pour maintenant porter tout ce qui est vraiment initiative de développement au niveau de la collectivité locale. Donc, le réalisme du budget, parce qu'avant, bon, on avait des budgets de tant de centaines de millions, etc. Et on sait que la collectivité locale qui vivent, surtout nos collectivités locales du Sénégal, qui vivent essentiellement de ressources de transfert de l'État, n'ont pas beaucoup les moyens.
Et en termes d'impôts et de taxes aussi, elles n'ont pas beaucoup de ressources, elles n'ont pas beaucoup de ressources propres. Donc, il faut un budget qui est réaliste. Et avec le budget participatif quand même, même si on n'arrive pas à 100% à ce que nous voulons, mais nous avons vu que le budget de la collectivité locale est réaliste. Et les investissements sont choisis en fonction des ressources mobilisables. Le budget participatif est également une opportunité pour redynamiser et occuper toutes les organisations autour des affaires locales. Donc, tout le monde est dedans, toutes les organisations de la commune sont au fait de ce qui se passe. Donc, ça aussi, c'est un élément important. Les micro-projets retenus reflètent l'équité de genre. Ça aussi, c'est très, très, très important parce qu'il a fallu, sur la base d'outils, aller au fond des choses, bien diagnostiquer pour connaître les cibles à appuyer. Donc, le budget participatif a permis d'aller au-delà de l'infrastructure. Donc, globalement, ce sont ces leçons apprises là. Donc, on a mis en exergue la commune de Louga, mais ailleurs, parce que la commune de Louga, c'est là-bas où était basé le projet GELD qui vient de prendre fin en mars 2018 d'ailleurs. Donc, et c'est dans le cadre de ce projet-là que le partenariat s'est fait au niveau du programme global, le budget participatif du Sénégal avec les 105 collectivités locales du Sénégal, mais ailleurs aussi au Sénégal, il y a eu ces mêmes processus qui ont été développés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de couronner ce projet-là, de le finaliser par le prix du leadership local qui est en train de se passer en ce moment même au Grand Théâtre. Et le président de la République du Sénégal viendra demain primer les collectivités locales qui ont été sélectionnées. Donc, je pense que la présentation globalement tournée autour de ces questions-là. Et moi, je reste disponible pour des questions complémentaires au besoin. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Fanta. Je crois qu'on a eu une très bonne idée de tout le processus. C'était vraiment très intéressant. Je passe maintenant l'écran à Sabrina. Et donc, nous, on a posté quelques questions. Et il y a, pour que vous sachiez, il y a une équipe du ministère de l'Équipement accompagnée de Madame Amel Feki du ministère des Finances de Tunisie. Donc, une équipe qui est connectée aujourd'hui. Donc, on commence la partie des questions. Vas-y, Sabrina. Merci Fanta d'abord pour cette présentation et je vais aussi rappeler aux participants que vous pouvez encore envoyer les questions et je vais les rajouter au document. Donc Fanta, on commence avec la première question. Comment rendre la participation de tous et toutes obligatoire et efficace dans la PBSG? Bon, obligatoire, parce qu'on ne peut forcer personne, ça c'est clair. Mais je pense qu'en informant tout le monde, en impliquant tout le monde, sur cette base-là, on a une bonne participation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le code de la collectivité territoriale maintenant, la participation est érigée en principe. Donc, on demande à la collectivité locale par rapport à tout ce qu'elle fait de faire participer la population et de mettre en place des cadres de concertation à travers des comités consultatifs. Donc là, je pense qu'on ne peut rien faire en ignorant la population actuellement au Sénégal parce que ça, c'est le code même qui régit la collectivité territoriale. Voilà, donc je pense que par rapport à cette question, c'est ça. Il faut suivre le code de la collectivité locale et il faut respecter cette loi. Et voilà. Maintenant, c'est vrai que pour la budgétisation sensible aux gens, parce que les collectivités locales mettent en place le budget. Il peut ne pas suivre cette approche-là. Parce qu'avant, il y avait même des maires qui s'enfermaient, qui faisaient leur budget avec une petite équipe et sortaient, le budget était là. Tout ça, les populations l'ont décrié. Maintenant, est-ce qu'il faut suivre toute cette approche-là? Ça, encore, ce n'est pas encore obligatoire chez nous. Mais quand même, le code demande à ce que la population soit impliquée
dans tout ce qui se fait. Maintenant, nous, ce que nous faisons comme ONU Femmes et autres partenaires, nous travaillons de façon stratégique avec les ministères, avec le gouvernement, pour leur montrer l'importance de cette démarche au sein de nos collectivités territoriales pour atteindre nos ODD. Et on y travaille sans cesse. Et actuellement, la question, elle est agitée. Et peut-être un beau jour, ils vont peut-être légiférer sur la question. Voilà, merci. Merci, Fanta. On passe à la question suivante. Combien de temps prennent la mise en place des phases? Combien coûte le processus? Une municipalité rurale peut-elle faire ce travail sans aide extérieure, y compris technique et financière? Alors moi, je pense qu'une municipalité, si elle est motivée, elle peut faire ça sans aide extérieure. Parce que nous, pour la première fois, pour la première année, c'est sûr qu'on avait appuyé la collectivité locale, on avait mis de l'argent. Parce que des fois, ils nous disent, quand on rassemble des gens, quand on fait des forats de quartier, des forats de zone, quand c'est l'heure du repas, il faut donner du repas aux gens, il faut donner du transport aux gens. Mais pour la première fois, on avait donné. Mais maintenant, on leur dit, il faut faire des forats les après-midi. Et comme c'est des quartiers, par exemple, les gens du quartier se retrouvent. Donc, retrouvez-vous l'après-midi. Donc, ne le faisons pas aux heures des repas, etc. Et cette fois-ci, la dernière fois qu'on a fait, c'est vrai que nous avons appuyé, mais ce n'était pas beaucoup. Donc, et là, la collectivité, pour leur montrer que la collectivité, et on avait demandé à la collectivité locale aussi de participer au processus. Donc, peut-être les forats communaux ou les forats de délégués dont j'ai parlé tout à l'heure, là, qui nécessitent une réunion d'une journée, là, on a demandé au maire de prendre en charge tout ce qui est restauration. Donc, voilà. Donc, ça ne prend pas beaucoup d'argent. En fait, toujours la collectivité locale, c'est ce qu'elle pose comme question. Oui, il faut nous appuyer, nous n'avons pas les ressources, mais on leur dit, en fait, c'est l'approche. C'est vraiment l'approche qu'il faut vraiment pérenniser. Et maintenant, la collectivité locale a un budget. Donc, sur la base de votre budget, identifiez les actions, par exemple, pour la restauration et autres. Et là, vous pouvez prendre dans votre budget pour mettre en place. Alors, pour le montant exactement, ce que je peux dire, c'est que la première année que nous avons expérimenté l'approche avec le PNDL avait demandé à la collectivité locale, je ne vais pas financer l'approche, mais ce que je vais financer, c'est les projets issus de l'approche. Et ils ont donné à chaque collectivité locale 40 millions de francs CFA. Donc, dire que 1 franc CFA égale 655,96 euros. Donc, c'est globalement ça. Mais en termes d'approche, ça ne prend pas beaucoup d'argent. Donc, il faut juste le prendre en charge dans le budget. Et voilà, maintenant, on a voulu montrer la voie, mais elles sont tout à fait capables de réaliser les activités là, parce qu'en fait, c'est quoi? C'est des rencontres de partage, c'est des forats de zone, c'est des ateliers techniques, etc. Et ça, la collectivité locale peut prendre ça en charge. Merci pour la question. Alors, la prochaine. Les violences contre les femmes, mariage forcé, excision, violence conjugale et dans l'espace public, etc., ont-elles bénéficié de l'initiative BSG? Ah si, parce que dans le cadre du projet dont j'ai parlé, le GELD, il y avait un projet, il y avait un volet violence, lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et maintenant, même on dit lutte contre les violences basées sur le genre. Et on a identifié tout, quand on faisait le diagnostic, il y a eu des actions qui avaient été identifiées. Et sur cette base-là, il y a eu ces projets-là. Parce que quand on parle de violence, il y a ce qu'on appelle violence économique, violence sociale, violence physique, etc. Mais quand vous voyez les projets qu'on met en œuvre, par exemple, parce que quand on doit accéder aux soins, par exemple, et on n'y arrive pas, ça c'est une violence. Donc ces projets-là, pour corriger certains aspects également, participent à la lutte contre les violences faites aux femmes.
Maintenant, par rapport aux violences physiques, effectivement, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites sur le terrain. Il y a même eu des comités départementaux mis en place pour lutter contre ces violences-là, autour des autorités administratives, autour des maires, etc. Et à dire que dans la commune de Louga, la campagne des 6 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes est célébrée. Chaque année, il y a un grand événement qui se passe à Louga par rapport à cette campagne-là. Il y a des actions Oranger le monde que nous soutenons, que nous avons soutenues dans le cadre de ce projet-là. Et maintenant que le projet a pris fin, là, on sait qu'il y a des actions, là, des réunions qui se tiennent pour préparer la campagne. Donc, effectivement, le budget sensible au genre prend en compte ces aspects-là. Même si ce n'est pas en termes, oui, de violence physique et tout, il y a l'information sensibilisation, mais en termes de violence sociale, pour corriger certains aspects-là, c'est pris en compte dans le cadre du budget participatif. Merci. La 4e question. Est-ce que le projet a permis d'émettre des circulaires budgétaires genrées au niveau communal? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là exactement? Circulaire budgétaire genré. Je n'ai pas vraiment bien compris. Qui a posé cette question? Alors, je pense Elisabeth a posé cette question, ou Claudie? C'est quoi? C'est la mise en place des comités ou circulaire budgétaire genré, ça veut dire quoi? C'est Claudie qui a posé la question, donc on peut peut-être lui donner le micro. Oui. Oui, en attendant, on peut passer à l'autre question, Sabrina. D'accord. D'accord. Alors, pour un pays comme Haïti, où la problématique genre n'est pas encore acceptée et appropriée par une grande majorité de la population, peut-on initier des projets qui prennent en compte les collectivités locales? Mais bien sûr, en faisant de la porte d'entrée de ces projets-là, en faisant de la collectivité locale la porte d'entrée de ces projets. Donc, il faut les faire porter le projet en tant que collectivité territoriale. Donc, travailler avec elles et les mettre en avant pour porter ces projets-là. Et c'est comme ça que nous avons fait dans la région de Louga et dans toutes les autres collectivités locales où nous avons travaillé. Pour commencer déjà, il faut d'abord aborder la collectivité locale en la sensibilisant, en l'informant sur le genre de façon globale et qu'est-ce qu'il peut apporter en termes de développement. Donc, c'est ça qu'il faut, il faut prendre en compte cette approche-là. Et dans ce cadre-là, si elle est au fait, si le maire est au fait de ce qui se passe et ce que ça peut lui apporter, etc. C'est vrai que c'est pas très facile, hein, s'ils sont vraiment réfractaires, mais à force de sensibiliser, d'échanger et de travailler le message. Parce que le message, il faut bien le travailler quand même avant de l'aborder. C'est fort possible, c'est bien probable. Et c'est comme ça qu'il faut même travailler, en faisant de la collectivité locale la porte d'entrée de l'approche. Merci pour la question. Merci. Alors, la prochaine. Est-ce que le code des collectivités locales peut être interchangeable avec la budgétisation participative au niveau local? Non, non, parce que le code des collectivités locales, c'est si je peux dire, c'est ce qui permet à la collectivité locale de mettre en œuvre tout, son organisation, son fonctionnement, comment elle met en œuvre, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire. C'est le cadrage pour la collectivité locale. En fait, c'est ça. Et maintenant, la budgétisation sensible au genre, c'est une approche qui permet à la collectivité locale de pouvoir atteindre ses objectifs en termes de développement, en termes de genre, en termes d'équité, d'égalité de genre, en termes de réduction des inégalités entre les sexes. Mais c'est le code des collectivités territoriales et le cadrage qui permet à la collectivité locale de travailler. Donc, sur quoi, quelle est sa mission, hein, comment elle doit travailler, qu'est-ce que le maire doit faire, quels sont ses attributs, qu'est-ce que le conseil départemental, le président du conseil départemental doit faire, quels sont ses attributs, le conseil municipal, comment il doit travailler, etc. Donc, elle lui permet également, comme la participation est érigée en principe, il peut bien travailler, ça lui permet de travailler par rapport à la budgétisation sensible aux gens, mais ce n'est pas interchangeable.
pas la même chose. Je me permets d'intervenir, Sabrina et Fanta. Je pense que justement la question de Claudie, c'était est-ce qu'il existe des lettres de cadrage budgétaire où le genre, où on va dire l'exigence d'intégrer les questions de genre, de transversaliser le genre, sont émises par justement le maire dans tout le cycle budgétaire, pour influencer en fait. Oui, oui, peut-être là, c'est quand le maire prend la décision, quand le conseil lui donne la décision de mettre en œuvre le budget participatif sensible au genre, il y a une délibération qui est faite. Et cette délibération, elle est consignée. Donc, peut-être c'est ça qu'elle veut dire par lettre de cadrage. D'accord. Excusez-moi. En fait, c'est ça qui permet au maire de faire l'action, en fait. Parce que le maire peut avoir l'intention, mais il a besoin que son conseil entérine. Effectivement, oui, nous allons faire la budgétisation sensible au genre. Et je pense que c'est ça qui peut-être dont elle parle de l'aide de cadrage budgétaire. Si c'est ça, c'est ça. Je oui. pense que oui. Merci. Merci, oui. Prochaine question. Sabrina, tu as Allô? éteint ton micro. Sabrina a éteint son micro. Voilà. Ah, pardon, D'accord. excusez-moi. Louga a une population de presque 700 000 habitants. Le processus est-il applicable pour des communes plus petites ou plus grandes? Comment extrapoler la démarche aux politiques publiques nationales? Alors, Louga, effectivement, plus grande, oui, plus petite, oui. Quand c'est plus grand, ça dépendra du cadrage, c'est tout. Quand c'est plus grand, il y aura peut-être plus de quartiers. Quand c'est plus petit, ça va être encore beaucoup plus facile. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à la taille de la collectivité territoriale. Il faut juste qu'il y ait le mécanisme qu'il faut, un bon mécanisme, un bon dispositif pour permettre à la population d'échanger. Et comme je l'ai dit, il y a les conseils de quartier. Maintenant, s'il y a une ville qui est plus grande que Louga et qu'on a besoin de beaucoup plus de quartiers, c'est possible. Mais quand c'est encore plus petit, c'est encore beaucoup plus facile. Maintenant, pour le niveau national, par rapport au budget, ça, c'est avec le ministère de l'économie et des finances qu'il faut travailler. Donc ça aussi, il y a des actions stratégiques qui se font ici au sein de ONUFAM pour travailler avec le ministère de l'économie et des finances. Et je sais qu'avec un des projets qui est en train d'être mis en œuvre et qui est partenaire de ONUFAM, il y a les documents budgétaires genre maintenant, les DPPD, qui se font. Au début, c'était avec quelques ministères, mais actuellement, on est avec 17 ministères. Et l'idéal, c'est d'aller avec l'ensemble des ministères. Donc, on a un document budgétaire genre aujourd'hui, appuyé par ONUFAM et d'autres partenaires, et on est en train de renforcer les capacités des parlementaires. Donc, l'Assemblée nationale, c'est eux qui votent le budget national. Et ces gens-là, pour qu'ils soient à même de voir si le budget est gender sensitive ou non. Donc, effectivement, c'est bien possible, mais c'est que la porte d'entrée, elle est différente parce que là, il s'agit de collectivités locales, de populations, etc. Alors qu'ici, ce sont les institutions nationales au niveau le plus stratégique et que ce budget-là doit être voté à l'Assemblée nationale par les députés. Effectivement, et il y a un travail qui est en train d'être fait et il y a eu beaucoup d'acquis. Pour la question, merci pour la question. Suivante. Merci. Alors, où est le rôle des associations civiles dans ce processus? Mais ils sont dans la population. Donc, toutes ces associations-là, ils sont intégrés au sein des conseils de quartier et ils nous ont accompagnés durant tout le processus, que ça soit depuis le diagnostic jusqu'à la mise en œuvre et surtout par rapport au suivi et évaluation. Il y avait dans le conseil de quartier, c'est là où il y a les associations. Les associations sont au sein des différents conseils de quartier. Donc, ils sont impliqués du début à la fin dans ce processus-là. Et sont là aussi pour veiller, pour faire l'alerte en cas d'implication, etc. Par exemple, on a oublié les personnes vivant avec le handicap, etc. Mais toutes ces associations-là étaient bien là lors de tout le processus. Ils sont là du début à la fin. Donc, mais ils sont intégrés au sein des différents conseils de quartier.
Suivante. D'accord, merci. La décentralisation a aidé à la mise en œuvre. Qu'en est-il de la compétence régionale? Alors, nous n'avons plus la région comme ordre de collectivité locale avec la réforme de l'acte 3 de la décentralisation. Maintenant, nous avons la commune. Au début, nous avions des communautés rurales. Les communautés rurales n'existent plus. La région n'existe plus. Il n'existe que la commune. Les anciennes communes notées rurales sont devenues communes. Maintenant, tout est commune. Et il y a les départements aussi qui sont érigés en collectivité locale. Donc, la région n'a plus de compétences. C'est le département qui a la compétence actuellement et la commune. Mais j'avoue que là, j'ai aussi un peu de mal à répondre, à comprendre la question quand tu dis la décentralisation a aidé à la mise en œuvre. Décentralisation en termes de quoi? Ministère ou bien quelle structure? Décentralisation. Alors, je vais demander au participant qui a posé cette question de clarifier et je vous dirai. Donc, on passe à la prochaine. Quel était l'impact des contraintes budgétaires sur la priorisation des projets et l'affectation des ressources? Est-ce que vous avez une planification de dépenses à moyen terme? Alors, je dois dire que ça, quand même, c'est une contrainte pour les collectivités territoriales. Parce que je l'ai dit tout à l'heure avant, les collectivités locales du Sénégal ne sont pas riches, on va dire. Elles n'ont pas beaucoup de ressources et vivent pour la plupart de ressources de transfert de l'État. Donc, de ressources de transfert de l'État. Et en termes de ressources propres par rapport aux impôts et taxes également aussi, c'est faible. À part les grandes communes, les communes qui étaient là depuis très longtemps, mais les nouvelles communautés rurales érigées en communes en général, c'est des endroits où il n'y a pas encore grand-chose pour qu'elles puissent mobiliser beaucoup de ressources propres. Donc, c'est vraiment une contrainte. Maintenant, quand on priorise, quand on identifie des besoins, et au début, on connaît les ressources dont dispose la collectivité locale. C'est pourquoi je dis que la budgétisation, elle est réaliste. Si on connaît les ressources dont on dispose, on a des besoins en phase, on priorise, mais on priorise par rapport à ce dont on dispose. La mise en œuvre va se faire par rapport à ce qu'on a. Bon, ce qu'on n'a pas, on met de côté. Maintenant, il faut peut-être aller chercher des partenaires, voir d'autres moyens pour pouvoir réaliser ces projets-là pour les populations, mais c'est une contrainte qui est là et elle demeure. Question suivante. Merci. Est-ce qu'il y a eu depuis une évaluation de l'impact des mesures prises dans le cadre de l'approche genre sur les indicateurs sexospécifiques? Alors, je dois dire que pour l'évaluation, comme on vient un peu de terminer ce projet-là, il y a encore des choses qui vont être faites par rapport à ça. Mais je peux dire qu'elle a commencé parce qu'on s'est réunis en comité pour voir un peu comment pérenniser l'intervention ailleurs. Donc, et pour pérenniser l'intervention ailleurs, il y a eu une évaluation qui a été faite. Mais bon, elle n'est pas encore bien profonde, mais une évaluation a été faite et sur cette base-là, on compte voir comment maintenant étendre l'approche ailleurs. Mais effectivement, il y a des indicateurs spécifiques, sexospécifiques qui ont été identifiés sur la base du projet qui a été réalisé là-bas, le GELT, dont je parlais tout à l'heure. Et chaque année, ces indicateurs-là sont renseignés et voilà, même pas chaque année, au niveau de chaque trimestre déjà, on fait nos rapports et il y a un rapport annuel qui est fait et sur la base des indicateurs, on rapporte sur ça, mais il y a bel et bien des indicateurs qui existent. Mais l'évaluation du projet en tant que tel n'est pas encore faite. Elle est faite de façon comme ça sommaire, on va dire, mais je pense qu'il y aura une évaluation définitive quand le projet aura terminé. Mais là, on est en train également de voir comment étendre l'expérience ailleurs. Merci. Question suivante. Merci. Alors, le participant
qui a posé la question numéro 9 sur la décentralisation à nous clarifier un peu. Donc, il dit décentralisation, le transfert des domaines des compétences de l'État vers les collectivités, domaines financiers, urbanisme, habitat, infrastructure. Je ne sais pas si ça vous aide à mieux comprendre la question. Oui, oui, enfin, bon, ce que je peux dire, c'est que quand elle parle de transfert de domaine de compétences, on est à 9 domaines de transfert. On a transféré 9 domaines de compétences aux collectivités locales depuis, voilà, depuis l'acte 2 de la décentralisation. Et pour l'acte 3 de la décentralisation, on est actuellement à la phase 2 et il est question d'identifier d'autres domaines à transférer à la collectivité locale. Mais le problème que nous avons, c'est que par rapport à cette décentralisation, le transfert de compétences qui se fait ne s'accompagne pas de transfert de ressources. Ce qui fait qu'il y a des difficultés pour les collectivités locales pour mener à bien leur mission. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment de ça qu'elle voulait parler, mais en fait, c'est ce que cette question-là c'est ce que cette question m'inspire. Mais il y a 9 domaines de compétences transférés et il est question de transférer d'autres domaines actuellement. D'accord, merci. Oui, donc, on passe à la question 12. Donc, cette question n'était pas posée par le participant qui parlait avant de la situation de Haïti. Alors, dans le budget national donc, de Haïti, on suppose, seulement 0,13% est alloué au ministère de la condition féminine. Comment, selon vous, les 10 ministères pourraient jouer son rôle dans la planification et budgétisation sensible au genre? Bon, je pense que c'est vrai que cette question de budget-là, qui est allouée au ministère de la Femme, c'est très, très peu quand même. Ici, ce que je peux dire, c'est que notre ministère de la Femme a beaucoup de partenaires, dont ONU Femmes, mais il y a UNFPA qui appuie, il y a plusieurs partenaires pour que ces ministères puissent porter cette histoire, puissent vraiment piloter cette question de genre. Donc, il y a des ressources additionnelles que le ministère mobilise à travers ses partenariats pour mener à bien ses missions. Je pense que dans le cadre de Haïti, le ministère pourrait chercher des partenaires, parce que je pense qu'il y a le système des Nations Unies qui est présent là-bas, il y a d'autres partenaires, etc. Donc, ils peuvent aller s'ouvrir auprès de ces partenaires-là pour pouvoir travailler sur la question. Moi, je pense que c'est plus une question de portage et de pilotage, parce qu'il faut que le ministère aussi soit impliqué et se mettre au devant par rapport au processus-là. Et maintenant qu'elle cherche des partenaires pour pouvoir. Mais si c'est vraiment parce que le ministère compte sur le budget de l'État, je pense que ça va pêcher un peu. Mais je pense qu'à force de plaidoyer, peut-être que la question pourrait trouver une réponse. Merci. Merci, Fanta. Donc, on passe à la dernière question. Avez-vous étudié l'impact de la collecte des taxes sur les femmes et les hommes, qui payent plus ou moins, impôts directs et indirects, mais aussi qui bénéficient plus ou moins des dépenses? Alors ça, je peux pas vraiment répondre par rapport à cette question parce que je n'ai pas les éléments de réponse, hein, parce que c'est très spécifique, hein. À ma connaissance, hein, peut-être sur le terrain qu'il y a eu cela, mais enfin moi je ne connais pas exactement l'impact. Non, je peux vraiment pas donner des réponses par rapport à cette question-là. Mais je sais que les femmes, c'est elles qui s'activent le plus sur certaines activités et qu'elles sont les plus promptes à payer aussi. Mais c'est tout ce que je peux dire par rapport à cette question. Aucun souci. Merci beaucoup, Fanta. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je crois qu'on va clôturer ici. Il y a eu beaucoup de questions, donc beaucoup d'intérêt. Et bon, j'espère qu'on n'en a pas oublié. Si oui, ben, on pourra peut-être proposer éventuellement, si vous l'acceptez, qu'on puisse vous envoyer des questions par mail. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, Super. oui. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est une journée bien remplie aujourd'hui avec cet événement. Donc, il y a au Grand Théâtre.
Donc, effectivement. on a un petit peu débordé sur le temps, Oui. mais merci doublement et bon courage pour toute cette activité en particulier, puis le reste. Et puis, D'accord, j'espère qu'on merci. reste en contact. Merci à tout Oui, le bien monde pour sûr. votre connexion. Et puis, j'espère à bientôt. À bientôt et merci à tous. À Merci bientôt. beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir.